Donc, forcément, voilà, deux invités qui s'imposent quand on parle d'industrie, même pas le choix en fait. Anaïs Voigilis, salut Anaïs, donc géographe, et alors, mais on va en parler de la société d'encouragement pour l'industrie nationale, que j'ai découvert, je dois dire. Donc voilà, tu nous raconteras ça. Et donc délégué industrie pour la Société d'encouragement de l'industrie nationale. Et Christian Saint-Etienne. Salut Christian. Salut. Donc prof à l'école des mines. Et la dernière fois qu'on s'était parlé, tu m'avais fait... Conservatoire national des arts et métiers. Conservatoire national des arts et métiers, pardon. Et l'école des mines aussi, non ? Non. Non. Bon, bah Conservatoire national des arts et métiers. Tu m'avais fait un programme complet de gouvernement en 20 minutes. Donc je me suis dit, 20 minutes de programme de gouvernement de Christian. Anaïs doit avoir aussi 20 minutes de programme de gouvernement. On a de quoi, comme ça, avec vous deux, se faire une heure. Bon. Je le disais, on a des éléments, alors contradictoires, je dis contradictoires, mais évidemment, c'est pas forcément contradictoire, mais effet donc du plan France Relance sur les relocalisations d'activités industrielles, 782 projets depuis septembre 2020, ce qui a permis de créer ou conforter 100 000 emplois. Je dois dire que le chiffre m'a saisi. Alors, 100 000 emplois mobilisant 1,6 milliard d'euros de fonds publics, 1,6 milliard d'euros de fonds publics permettant de mobiliser eux-mêmes par effet de levier 5,5 milliards d'investissements en tout sur l'industrie. Ça fait donc 160 000 euros l'emploi si c'est le cas. Et en face, donc, on a le constat de Rexecode. Alors, je lirai certains extraits de ce rapport qui est quand même un petit peu impressionnant. Mais d'abord, sur les effets du plan, Anaïs, est-ce que, de manière très immédiate, là, il y a quelque chose quand même à mettre en avant, ou c'est la subvention publique qui forcément crée une forme d'appel d'air? Le plan, je le regarde toujours avec beaucoup de mesures. Parce que déjà, quand on dit 100 000 emplois conservés ou créés, quelle est la part réelle de création d'emplois sur les 100 000 ? Est-ce que c'est du 50-50 ? Est-ce que c'est 75% d'emplois créés ? Est-ce que c'est 25% d'emplois préservés ? On manque de détails. On n'en sait rien. De la même manière, quand on regarde les 782 projets, qu'on essaye d'avoir un détail sur qu'est-ce qui est vraiment de la relocalisation, c'est-à-dire qu'est-ce qui est une création ex nihilo de sites industriels, qu'est-ce qui est du rapatriement de volume sur le territoire français avec un peu d'investissement sur une ligne de production pour, par exemple, passer plus de diversité de produits sur la ligne de production. On a très peu de détails et en fait, il y a une nature de projet derrière ça qui est énorme et le gouvernement gagnerait à mettre un peu plus de clarté là-dedans. Et l'autre chose qu'on n'a pas encore... Tu sais, Anaïs, la phrase qui est maintenant célèbre depuis... C'est la précédente campagne électorale, oui. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. C'est ça. Voilà. Hein. Vas-y, je te laisse continuer. Quand c'est flou, c'est qu'il n'y a pas de doute, moi je dis. Quand j'ai un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Ouais. Et l'autre chose, c'est que on parle beaucoup de ces projets de relocalisation et en même temps, on sait que pour implanter un nouveau site industriel français sur le territoire national, ça prend du temps. Donc on est sur des projets, on n'est pas encore sur des choses des unités de production qui fonctionnent. Donc on ne sait pas si les engagements pris au titre des aides donnés dans le plan de relance vont vraiment être tenus. On sait toujours qu'il y a des effets d'aubaine là-dedans. Et l'autre chose, mais on y reviendra dessus, et tous ceux qui ont émis des doutes là-dessus, dont moi et dont plein d'autres, on s'est fait appeler les Cassandres par le gouvernement. Quand on a dit dès septembre 2020, mais regardez, les autres pays repartent en termes d'exportation, pas la France, et nous on augmente nos importations, regardez le taux de défaillance des entreprises qui n'est pas normal, mais ça, etc. C'est normal, Anaïs, on va en parler. La dégradation du commerce extérieur, elle est tout à fait normale. Mais en fait, ce que je veux dire par là... Si elle est temporaire. Ce que je veux dire par là, c'est si elle est temporaire, et c'est la crise, elle est exceptionnelle, on met des moyens exceptionnels. Et on met beaucoup d'argent public sur la table pour relancer l'industrie. Mais si on ne règle pas les phénomènes structurels qui ont amené à la désindustrialisation, alors on est vraiment sur de l'effet d'aubaine et on n'est pas sur une relance de l'industrie. D'autant plus qu'on... Et 1,5 milliard, ça ne règle pas les problèmes structurels qu'on va détailler. On a une heure pour ça, justement, sur le... Toujours la même chose, on annonce des chiffres aujourd'hui qui n'ont presque plus de valeur. On a 1,5 milliard là, on a l'argent mis au titre de France 2030, etc. Et d'un côté, on peut se dire c'est pas beaucoup, et de l'autre, c'est beaucoup si ça ne permet pas de créer un rebond et de l'activité pérenne sur le territoire. Christian, juste vraiment sur cet élément-là précis que donne le gouvernement, sur lequel, on le comprend bien, il va essayer de faire campagne électorale. En fait, la tendance continue d'être à la désindustrialisation. Ouais. On le voit de manière plus directe par les ouvertures et fermetures d'usines.
Donc, Alors, après Sobo lui-même, Alexandre Sobo, donc le patron de France Industrie, alors lui, la France a arrêté de détruire de l'emploi industriel depuis l'été 2021. Oui, mais c'est du déclaratif. Oui, mais quand on regarde sur les stats INSEE sur l'année 2021, on a continué d'avoir une baisse de l'emploi industriel. Et de manière typique, on avait beaucoup plus de fermetures d'usines que d'ouvertures de 2005 à 2020. Ouais. Là, il y a un petit rebond des ouvertures, mais de manière assez typique, on ferme des boîtes à 80-100 personnes et on ouvre des boîtes à 30 personnes. Donc, la question étant, si les 30 personnes ont des machines ultra sophistiquées qui leur permettent de faire de la valeur ajoutée et d'exporter, ça ne pose pas de problème. C'est une transformation du système économique. Mais si on continue d'avoir un effondrement de nos parts de marché à l'export, c'est qu'on a un problème majeur de compétitivité et de capacité. Oui, mais alors, attends, Christian, alors ça peut être un des premiers points sur lesquels je veux vous entendre. Parce que là, je pense qu'il y a sans doute un des sujets, un des plus profond malentendu même, autour de ces questions industrielles. C'est pourtant écrit noir sur blanc dans le rapport de Louis Gallois il y a maintenant 10 ans. La relance de l'industrie, ça n'est pas une relance de l'emploi industriel. Oui, mais on est d'accord. On est d'accord là-dessus. C'est ce que je suis en train de dire. Mais non, mais tu dis, on ferme des boîtes de 80 personnes pour ouvrir des boîtes de 30 personnes. Oui, mais c'est comme ça. Mais après, tu n'as pas écouté. J'ai dit, si on leur met des machines à très forte valeur ajoutée, qui font qu'ils produisent autant de valeur ajoutée qu'avant, que les 80, voire davantage. J'ai dit, c'est pas un problème, c'est une transformation de l'économie. Mais dans ce cas-là, il faut que ça se voit dans les exports. Or là, ça ne se voit pas dans les exports. On va y donc aller ma crainte, c'est que on remplace des boîtes de 80 par des boîtes de 30, mais sans mettre le capital productif qui nous permette de rester compétitifs. Elles sont pas plus efficaces. Voilà. Anaïs, d'accord avec ça ? Juste cette idée de... Parce que compter en emploi, c'est sans doute la pire des manières de préparer la réindustrialisation. Et pourtant, c'est ce que voudront tous les gouvernements qui essayeront de réindustrialiser. Parce on sait qu'on est dans une période où il y a plein de changements qui doivent se produire, et notamment si on remet dans le cadre du changement climatique. Et l'enjeu numéro 1, c'est en effet de créer de la valeur. Une fois qu'on crée de la valeur sur le territoire, on saura la répartir avec des mécanismes X ou Y, on saura le faire. L'emploi, c'est un sujet qui est très important, je le minimise pas, on n'a pas envie d'avoir un taux de chômage à plus de 10%, etc. Mais l'enjeu numéro 1 autour de l'industrie, c'est vraiment de la création de valeur ancrée dans le territoire. Et ce qu'on fait assez peu aujourd'hui, alors il y a deux choses, c'est que on a des projets qui viennent comme les gigafactories, ce genre de choses qui sont à certains égards, en termes de création d'emplois, des projets intéressants, mais avec souvent une technologie qui n'est pas une technologie française, donc avec des mécanismes parfois sûrement de licence, de brevet, etc., donc de la valeur qui s'échappe, et aussi des composants qui viennent du reste du monde. On n'a pas une maîtrise complète de la chaîne de valeur sur le territoire national ou européen, ce qui a tendance à nous affaiblir et de ne pas amener la pleine potentialité d'une réindustrialisation. Et d'un autre côté, on relocalise sur le territoire des productions qu'on ne penserait jamais voir revenir, comme la chaussure de sport avec le groupe Chamatex. Et là, on est sur des productions très automatisées, donc avec beaucoup moins de personnes travaillant sur les lignes de production, mais une vraie création de valeur sur notre territoire. Et le problème, c'est que la réindustrialisation, c'est complexe, c'est plein de choses qui s'entrelacent, plein de sujets qui viennent toucher les usines, alors que là, c'est beaucoup plus large que le sujet des usines qu'on met sur le territoire. Et ça, la complexité, on ne veut pas la traduire dans le débat. Et l'autre chose sur les chiffres que je voudrais dire, c'est qu'on parle, il faut regarder les chiffres qu'on regarde. Il y a les chiffres les plus fiables, ce sont les données INSEE ou URSSAF. Et sur ce solde de création d'usines, c'est des données qui sont issues du travail de Trendéo, qui fait un excellent travail, mais qui travaille sur du déclaratif dans la presse. Et en général, on a tendance à dire « youpi, on crée une usine avec tant d'emplois », mais quand on enferme et qu'on détruit X emplois, on essaye d'éviter l'article dans la presse. Et donc, ça peut fausser un peu l'appréciation qu'on a des dynamiques de création d'emplois et de création d'usines ou de fermeture. Fausser un peu et même fausser beaucoup. Je ne savais pas ça, je dois te dire, Anaïs, je l'apprends. Vas-y, Christian. Je voulais dire, par rapport à ta question tout à l'heure et ta préoccupation qui est la nôtre, c'est la réindustrialisation, c'est pas en nombre d'emplois, c'est en part de marché, à la fois
la part de marché de l'industrie française dans la valeur ajoutée de l'Union européenne et la part de marché de l'industrie française dans les exportations de l'Union européenne, puisque ça a pour avantage d'effacer toutes les questions de taux de change, ou si on se concentre sur la zone euro, on évacue toutes les questions de taux de change. Or, quand on regarde les dernières études publiées, notamment celle de Rexecode qui vient de paraître, comme je le dis devant toi depuis une dizaine d'années, on est dans une désindustrialisation massive, donc on la voit bien, cette désindustrialisation. Donc, je vais les donner, les chiffres. Donc, la part des exportations françaises de biens et services dans le total des exportations de biens et services de l'ensemble des pays de la zone euro continue de diminuer de 14,5% en 2019 à 13,7% en 2020, 13,6% en 2021, plus bas niveau enregistré depuis 2000. Attends, je continue puisqu'on est dans le truc. Le recul de la part de marché française à l'exportation, donc je cite Rexecode, de biens, concerne la totalité des produits. Seuls les secteurs cuirs et peaux et boissons y échappent. L'effet de spécialisation sectorielle, ça, c'est-à-dire l'idée, ah bah oui, ça s'est mal passé parce qu'on a vendu moins d'Airbus, donc Rexecode balaye ça. L'effet de spécialisation sectorielle apparaît très secondaire et n'explique pas cette dégradation de la performance à l'export depuis le début de la pandémie, ni la nature et l'ampleur des restrictions sanitaires, ni la dynamique des prix à l'exportation, qui n'augmentent pas plus en France qu'en moyenne dans la zone euro. Tout cela n'explique pas la contre-performance française par rapport à ses concurrents européens. On retrouve dans la période récente, écrit encore Rexecode, deux caractéristiques tendancielles de la dégradation de la compétitivité française observées au cours des années 2000. D'une part, le parallélisme entre perte de part de marché à l'exportation et désindustrialisation relative. D'autre part, le caractère quasi généralisé des pertes de part de marché par catégorie de produits. Oui. Voilà. Et donc, on va mettre le graphe là, de la désindustrialisation qui continue, tel que nous l'a montré Rexecode. Le parallélisme dont il parle, c'est celui que je mets en avant depuis des années sur le fait que la désindustrialisation explique notre effondrement à l'export à cause de ce que j'appelle le paradoxe des 2 fois 80%. Nous sommes à 80% des économies de services, mais 80% des exportations mondiales hors matières premières et produits énergétiques, c'est des exportations de produits manufacturés. Donc si tu n'as pas de manufacture, tu ne peux pas exporter. On dit toujours à ce moment-là, mais on va faire de la R&D parce qu'on est intelligent, on va sortir par le haut, sauf que la R&D est faite à 80% par l'industrie. Donc tu n'as pas d'industrie, ça veut dire pas d'export et pas de R&D. Et ce que montrent les chiffres de Rexecode, c'est que le parallélisme est très impressionnant puisque sur les 20 dernières années, la désindustrialisation commence au début des années 2000. On a perdu, et c'est très intéressant parce que c'est en proportion de l'ensemble de la zone euro, de 2000 à 2021. La part de la valeur ajoutée industrielle de la France dans la valeur ajoutée industrielle de la zone euro a baissé de 4 points. On est passé de 17,9. Elle est là, c'est le graphe qui s'affiche sur formidable, Christian. 17,9 à 13,9. Donc 4 points. Mais moi, à la limite, depuis 2000, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe depuis. Et justement, quand on regarde. La politique de l'offre, parce que c'est de ça dont. Et la politique de l'offre date de 2012. 2013, 2014. Est accentuée ensuite dans les 5 dernières années. Or, on continue de perdre. Alors, c'est ça le sujet. Alors, la question maintenant, c'est quels sont les fondamentaux qui expliquent cette désindustrialisation massive dans un pays qui a encore de bons ingénieurs et qui a encore des gens, des bons entrepreneurs. Entre donc CICE, pacte de responsabilité, Rexecode chiffra 40 milliards d'euros par an. Depuis en gros 2014-2015, on va dire ça comme ça, l'effort fait sur ce qu'on appelle la compétitivité coût. Oui. Anaïs, je voyais que tu approuvais. Mais pour toutes les entreprises, pour la totalité, pas seulement pour l'industrie. Pas seulement pour l'industrie, oui, absolument. Pour toute l'économie productive. 40 à 50 milliards d'euros. Et ensuite, avec Macron, on a compétitivité hors coût, flexibilité du travail, formation, soutien à l'innovation, dans le cadre du plan de relance. Le sujet, c'est tout ça a été fait en pure perte ? Non. Ça n'a servi à rien ? Non, ça aurait été pire sans ça. Ça a limité les dégâts. Ça a permis justement de faire en sorte qu'on s'intéresse quand même encore à la France pour la production. La question maintenant, c'est comment on remonte la pente. Et c'est là où il faut prendre en compte une autre étude qui confirme ce qu'on savait sur les impôts de production. Donc l'Institut Montaigne, on va voir le graphe là aussi. Et là, on est parfaitement en phase, dis donc. La France, écoute, tu nous as demandé de bosser. Moi, j'ai bossé. J'avais peur de me faire engueuler. Et donc, on est passé
nous avons... Attends, on va voir le graphique sur les impôts de production. Donc, alors, visiblement, donc la Suède, nous explique-t-on, est en fait hors jeu. Parce que la Suède finance son système de protection sociale par l'impôt et non pas par des cotisations sociales. Donc, non, mais laissez-le plus longtemps, le tableau. Un peu le temps de le voir. La Suède n'est pas dans la zone euro, ils dévaluent chaque fois qu'ils ont un problème de compétitivité. Et donc, nous, effectivement, on arrive juste derrière de manière assez massive. Autour de ces impôts de production. Mais là aussi, attends, non, mais moi, Anaïs, le sujet, c'est 40, 50 milliards d'euros mis sur la table. Qu'est-ce qui me garantit qu'en mettant 50 milliards de plus, on va avoir des effets qui sont des effets différents de ceux qu'on a enregistrés depuis 2 ans? C'est ça la question que peuvent se poser légitimement aujourd'hui des responsables politiques. Alors, sur les impôts de production, moi, je vais peut-être me faire l'avocat du diable dessus. C'est pour ça que je te pose la question. Déjà, je trouve ça intéressant qu'on regarde que les impôts de production. Il y a un effort de définition à faire, parce que quand on dit les impôts de production, je pense si on demande aux gens dans la rue les impôts de production, ils vont penser que c'est quelque chose qui ne concerne que l'industrie. Or, dans la classe des impôts de production, il y a des choses qui sont payées par toutes les entreprises. Absolument. Que ce soit la CFE, la CVAE, la C3S, etc. Donc, il y a un effort de définition. Ensuite, statistiquement, ce qu'on met dans les impôts de production en France, on peut le retrouver positionné ailleurs. Alors, par exemple, dans l'étude de l'Institut Montaigne, je crois qu'il y a un impôt en Belgique qui a été exclu par l'Institut Montaigne et Mazars de la classification impôt de production, ce qui se discute. On a des effets où là, la Suède, c'est un modèle qui est toujours vanté d'un côté et puis de l'autre, on ne le vante pas. Non, c'est juste non, là... mais ce que je trouverais intéressant, c'est que le vrai effort, OK, il y a 100 milliards d'impôts de production. Il y a 130 milliards d'aides publiques et de subventions aux entreprises. Donc, la véritable... de mon point de vue, si on veut vraiment faire l'analyse jusqu'au bout, c'est de dire quelle est toute la fiscalité en France, quelles sont toutes les aides et quelle est l'efficacité de tout ce bazar. Et on apaise le débat, parce que là, aujourd'hui, on a les économistes d'un côté qui nous disent « bouh, les impôts de production », on a ceux qui nous disent « bouh, les aides publiques », et non, le problème, c'est peut-être un équilibre à trouver entre les deux. Par ailleurs, sur ce qu'on peut dire sur les allègements de charges qui existent, 1993, première réforme des allègements de charges en France sous Balladur, donc c'est quand même un débat qu'on a depuis un certain temps, c'est que le CICE, il a assez peu touché l'industrie, puisque c'était limité à 2,5 fois le SMIC. Et dans l'industrie, on a des salaires aujourd'hui qui sont plus élevés. Et puis, la réflexion sur la fiscalité, elle ne peut pas nous exonérer d'une réflexion sur ce qu'on produit en France, comment on le produit, la productivité de nos On va y aller, mais restons sur la fiscalité. Christian, c'est vrai, et moi j'entends énormément d'industriels dire... Ils sont preneurs du deal que semble mettre sur la table Anaïs, c'est-à-dire, oui, bazardons tout ça. Et il y a tellement de temps qu'on le dit que je me demande pourquoi il n'y a pas eu un audit complet et de l'ensemble de ces aides et de l'ensemble de ces prélèvements qui a été fait de manière un peu sérieuse. Alors, je pense qu'il y a 2 raisons. La première, c'est que ce n'est pas les mêmes qui reçoivent des subventions et ceux qui payent les impôts de production. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième, c'est que je me méfie beaucoup du terme aide, parce que très souvent, ce sont des réductions d'impôts totalement tarées. Et donc, on affiche des... C'est la tradition française depuis 200 ans d'afficher des taux d'imposition extrêmement élevés pour flatter l'envie de la population. Et en même temps, comme c'est insupportable en termes de compétitivité, par derrière, on vient faire des réductions qui se voient beaucoup moins et qui font que ce soit supportable. Donc, si on fait ce que tu dis, non seulement il faut réduire les aides, mais à ce moment-là, il faut réduire les taux d'imposition partout au niveau de la compétition. Mais alors, le grand soir dont on parle ici, c'est un grand soir qui, in fine, si on veut rétablir la compétitivité, coûtera, parce que la base des problèmes fiscaux de la France, c'est une dépense publique qui est beaucoup plus élevée qu'ailleurs. Donc, quelle que soit la façon dont on paye, ça se retrouve dans les coûts de production. Donc, tu ne peux pas avoir de vraies réformes fiscales en France si tu ne fais pas une réforme massive simultanément de la protection sociale et de la fiscalité. Les deux sont intimement liés. Et puis c'est un outil de clientélisme, on peut se le dire quand même, l'ensemble de ces subventions à la production. C'est-à-dire, c'est aussi l'un des cœurs du truc. C'est-à-dire que tu ne subventionnes pas forcément avec ces outils-là
ce qu'il faudrait subventionner en termes d'efficacité, de compétitivité, d'innovation, de modernité. Ça, c'est lié à la stratégie et la vision qu'on a de l'industrie. C'est-à-dire que plus on aura une vision de pourquoi on veut réindustrialiser claire, plus on sera apte à mieux flécher les aides qu'on va donner. Mais il y a un truc dans le graphique, moi, qui m'interroge, c'est le Royaume-Uni. 1,1% de taux de production. Nous, on est à 4,7 de points de PIB en termes d'impôt de production. Ouais. Royaume-Uni, 1,1%. Ouais. Royaume-Uni, le pays le plus désindustrialisé de l'Union européenne. Ouais. Donc, il y a quand même un truc de ne pas se dire c'est parce que c'est plus haut que c'est que comme ça qu'on explique le différentiel. Alors, il y a un autre, on l'a pas là, mais je l'ai en tête parce qu'il m'avait sidéré, c'est les coûts horaires de main-d'œuvre pour la production industrielle. Donc, on est, je crois que vous êtes à peu près d'accord, à 40 € de l'heure environ, en gros, sur la France et sur l'Allemagne. Et on est effectivement, alors sur l'Italie, on est à 27-28, mais l'industrie italienne va bien. Mais on est effectivement aussi à 27-28 € de l'heure en ce qui concerne la Grande-Bretagne, avec, comme tu le dis, pourtant une désindustrialisation très importante. Et la Suède, on a un niveau horaire qui est plus élevé que la France et l'Allemagne. Il y a d'autres pays qui maintiennent une base industrielle. Donc on a quand même un problème qui est spécifiquement français et qui est lié aussi à un moment à des choix qui sont faits à la fois par les acteurs publics et les acteurs privés. Ça veut dire, mais alors, est-ce que ça veut dire que dans ton esprit, Anaïs, et on va aller ensuite sur le hors-coût sur lequel tu insistes beaucoup, on est arrivé au bout, en fait, d'une politique de compétitivité coût. Christian nous dit non, il faut continuer et mais on a fait commencer. C'est les coûts globaux de la nation qu'il faut baisser. C'est les coûts globaux. On ne peut pas continuer d'avoir 9 points de PIB de dépenses publiques de plus que la moyenne des 18 autres pays de la zone euro. Oui, mais si tu listes tout ça pour l'industrie, à la limite, ok, tu le payes d'une autre manière, mais si tu listes tout ça pour l'industrie, elle n'en supporte plus le poids de cette dépense publique. Oui, mais à ce moment-là, il ne faut pas passer par... Alors, c'est toute la question des meilleurs modes opératoires. Il ne faut pas passer par des outils généraux. Si à un moment donné, on décide d'aider l'industrie, c'est pour ça qu'avec un camarade, on sort un bouquin sur la réindustrialisation du pays et on propose des mesures spécifiques qui visent à réduire très fortement le coût d'acquisition des deux choses clés qui sont les robots et le numérique. Puisque la réindustrialisation, il faut bien toujours le dire, ça passe par, c'est pas remettre des aciéries place de la Concorde, c'est robotiser, numériser la totalité du système productif. Et donc, si on veut robotiser, numériser, à ce moment-là, il faut avoir un package sur ce sujet-là, parce que ça... Et donc, ça veut dire pour toi... un des principaux gagnants du CICE, ça a été la grande distribution. Ouais. C'était pas l'objectif visé. Et la Poste. Voilà. Et la Poste. Donc, en termes de menaces de délocalisation, ça se pose là. Attends, mais ça veut dire que pour toi, la mesure fiscale efficace, je vais rester là-dessus et puis on va aller sur autre chose ensuite, c'est suramortissement massif. Voilà, exactement. Moi, je propose un suramortissement, y compris en 3 ans, de toutes les machines modernes, numériques, tout ce qui est robotisation, pour telle sorte que les entreprises françaises, quand elles ont un choix à faire, le choix qui a été fait par Renault et Peugeot, bon, ça a quand même été rappelé, on avait une grande partie de l'effondrement de notre situation industrielle, ce sont les choix faits par Renault et Peugeot de produire leurs voitures au Maroc et en Turquie plutôt qu'en France. Quand ils ont fait ces choix, ce sont des choix qui remontent à il y a 15 ans. Et quand ils ont fait ces choix, que ce soit Gosn à l'époque ou les prédécesseurs de Tavares, disaient que l'ensemble des coûts en France faisait que pour une voiture qui sortait d'usine, ça coûtait, selon le modèle, entre 800 et 1200 € de plus de produire en France qu'au Maroc ou en Turquie. Bon, si les réformes qu'on fait là, on les avait faites il y a 15 ans, il est possible qu'à ce moment-là, ils auraient décidé de continuer de produire en France. Et le problème, c'est quand ils partent de France, tous les sous-traitants quittent la France aussi, donc ça constitue une désindustrialisation. Et on citait tout à l'heure l'exemple de la Suède. La Suède préserve son industrie comme des bijoux de famille depuis toujours. Et ils ont notamment massivement toujours favorisé les entreprises familiales. Tous les grands groupes industriels suédois sont très liés à des familles.
hein, donc qui ont constitué des fondations. Enfin, Peugeot était au moment où les décisions dont tu parles, Peugeot était encore une forme d'entreprise familiale. Tu sais que ça les a pas empêchés de se barrer. Non, mais ils ne sont pas complètement barrés non plus. Non. Mais d'ailleurs, ils sont finis ruinés. D'ailleurs, tu sais que d'ailleurs, au moment où ils ont été en grande difficulté, où les Chinois et l'État sont rentrés au capital, il y a eu dans la presse des articles pour dire si Peugeot est en difficulté, c'est qu'ils n'ont pas assez délocalisé. Donc la famille avait quand même essayé de tenir. Ils ont refusé l'ouverture du capital. Mais enfin bon, c'est une histoire révolue aujourd'hui. Mais voilà. Renault, qui était à capitaux publics, avait délocalisé beaucoup plus que Peugeot, qui était une boîte privée. Donc la question, ce que je voulais dire aussi, c'est que quand tu perds des savoir-faire pendant 15 ans, tu fais pas ça pour te réindustrialiser. Parce que produire, ce sont des compétences qui s'acquièrent en le faisant. Alors, on va y aller dans la deuxième partie. Je voudrais juste l'avis d'Anaïs sur un suramortissement, c'est-à-dire une campagne massive de suramortissement où là, effectivement, réservé aux machines et outillages et numérique et rien d'autre. Tu sais vraiment pourquoi tu fais de la dépense fiscale, ce que Bercy appelle de la dépense fiscale. Oui, dans l'absolu, oui. Mais il faut, encore une fois, il faut que ce soit des investissements qui sont pertinents. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas que pour avoir vu et voir quotidiennement un certain nombre d'usines, il y en a où on n'a pas besoin d'être sur de l'automatisation de bout en bout. On a besoin d'une meilleure maîtrise des données, pour une meilleure maîtrise des paramètres influents de production. On a besoin d'évaluer sur les différents points de la ligne de production, là où on va mettre de la cobotique, là où on va mettre autre chose. Ils n'investiront pas dans ce cas-là, c'est pas grave. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas aller dans le mythe de c'est la numérisation qui va nous sauver. Il faut vraiment le voir au cas par cas, en fonction des marchés que les entreprises visent, etc. L'autre chose qui pourrait être intéressante dans un cadre d'évaluation de notre fiscalité, c'est de voir aussi les avantages qu'apporte notre dépense publique sur les infrastructures qu'on offre aux entreprises, sur les formations. C'est des choses qui sont... mais c'est pas là où on dépense. C'est là où tu as un problème, quoi. C'est que les infrastructures se dégradent à vitesse grand V, quoi. Ok, la France est clairement en perte de vitesse à plein de points. Mais c'est des éléments qui sont difficilement évaluables de manière quantitative, mais qui peuvent apporter un surplus qualitatif, parce que l'Allemagne est aussi en retard d'investissement dans ses infrastructures au regard de l'équilibre budgétaire qu'elle a voulu préserver. C'est la même chose en Italie. Et la France, même si ça se dégrade un peu moins que les autres. Et c'est des choses qu'il faudrait réinjecter dans la réflexion pour dire, ok, la dépense publique, elle est élevée, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est pour avoir un débat. C'est toujours avoir un débat juste. Oui, bien sûr, mais quand on parle de la dépense publique, au niveau où on en est, heureusement quand même qu'on se dégrade un peu moins vite que les Allemands. Heureusement. Mais je pense que c'est important d'avoir. J'essaye toujours d'avoir une position objective là-dedans. Moi aussi sur ce point, mais quand on a 9 points d'écart, je rappelle simplement par rapport à ce que dit Anaïs, quand on a 9 points d'écart de dépenses publiques, il y a 7 points en titre de la protection sociale. Donc sur les 2 autres points, il y a des morceaux de défense nationale où on dépense plus que les Allemands, et je pense qu'il faudrait y dépenser encore beaucoup plus dans le monde dans lequel on est. Il y a un peu plus d'investissement dans les infrastructures, donc il ne s'agit pas de couper stupidement. Mais très clairement, il y a 3-4 points de dépenses de protection sociale qui passent par une transformation du système, et notamment une grosse réforme des retraites qui entraîne des tas d'autres réformes sur le plan de la santé. Je l'ai déjà raconté, le lendemain du jour où Emmanuel Macron annonce son plan pour les centrales nucléaires, le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, il est invité d'RTL le matin. Et le gars, je t'assure, il était en position de dire « Non mais attendez, vous êtes gentils les amis, mais moi aussi les 40 à 50 milliards, j'en ai besoin pour renouveler l'ensemble de mes réseaux. » Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'avec ce niveau de dépenses publiques, tu es quand même aujourd'hui avec des opérateurs publics qui sont essentiels à l'industrie. On parle de l'énergie, on parle du ferroviaire, qui sont dans un état de misère profonde. Là, tu as des restructurations que tu peux faire. Tu dois avoir 26-27 000 km de voies ferrées. Tu dois avoir 80% du trafic sur 5 000 km. Donc la question, c'est, on a fait un passage de quelques centaines de kilomètres au privé. Ça ne coûte plus du tout d'argent public. Et c'est le privé qui a réinvesti sur ces quelques centaines de kilomètres pour améliorer les transports de marchandises. Oui, mais il n'y a pas eu de baisse de dépenses publiques en face comparable à ce qu'on avait laissé. Non, voilà, c'est ça le problème, c'est que tu externalises comme les autoroutes. Oui, mais attends, à ce moment-là, la question, c'est pourquoi il n'y a pas 10 000 kilomètres de voies ferrées qui sont transférées au privé s'il y a une appétence du privé. Bon.
fait, il y a deux choses à différencier. Il y a le niveau de défense publique et l'efficacité. C'est-à-dire, on est d'accord. Il ne faut pas réduire sans travailler sur l'efficacité. Oui, mais l'efficacité est très mauvaise aussi, vu on marque une pause, de l'école. les amis. On marque une pause et on se retrouve dans un instant.